La plus grande grève de toute l'histoire de France, c'était en mai 68 et ça a duré 10 semaines. Alors je voudrais vous raconter cet incroyable événement historique qui a changé la France dans cet épisode 222 du podcast Fluidité. Alors c'est parti. Juste avant de commencer, je voudrais vous rappeler que sur mon site internet français avec fluidité.com, je peux vous aider à progresser en français. On propose des cours privés avec des tuteurs sympas pour pratiquer votre conversation, mais on propose aussi le Club VIP, une grande communauté d'apprenants pour pratiquer votre oral en groupe dans des chats Zoom tous les mois. On fait entre 8 et 10 chats par mois et toute l'année dans lesquels on fait différentes activités en français pour le pratiquer et pour apprendre à le parler avec confiance. Il y a aussi un groupe Telegram privé actif tous les jours et d'autres avantages. Alors pour avoir toutes les informations, les liens sont dans la description ou alors vous cherchez français avec fluidité pour trouver mon site web. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va s'intéresser à un moment important de l'histoire de France au XXe siècle. Le plus grand mouvement social que le pays ait connu, celui de mai 68. Ce sont des faits historiques qui ont complètement changé la France et qui l'ont fait passer dans une autre mentalité. Les Français apprennent ce moment de l'histoire à l'école, donc je trouve que c'est important à savoir pour vous aussi. On dit en résumé mai 68 pour parler de ces événements qui se sont passés en mai et en juin 1968. Pour comprendre ces événements de mai 68, il faut d'abord comprendre le contexte de l'époque, ce qu'on appelle les 30 Glorieuses, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. C'est cette période de 30 ans, entre 1945 et 1975 environ, où la France a connu une croissance économique exceptionnelle. Le chômage n'existait presque pas, les Français découvraient la consommation de masse, la télévision, les appareils électroménagers, etc. Les conditions de vie s'amélioraient d'année en année et le pays se modernisait très vite. Pourtant, derrière ce bonheur apparent, la société commence à se bloquer à partir des années 60. Le chômage commence à augmenter et se retrouve à 2% en 1968. Le chômage, c'est le fait de ne pas travailler. De nombreuses usines françaises ferment face à la concurrence européenne et les jeunes sont impactés par ce manque de travail. Donc la jeunesse, de plus en plus nombreuse grâce au baby-boom, se sent étouffée. Le baby-boom, c'est le fait que le nombre de naissances a explosé après la Seconde Guerre mondiale dans beaucoup de pays occidentaux, dont la France. C'est pour ça qu'on appelle les gens de cette génération les boomers, comme mes parents. Malgré ce développement économique, il y avait aussi des gens qui vivaient dans l'extrême pauvreté. À Nanterre, dans la banlieue parisienne, il y avait encore un bidonville, c'est-à-dire un quartier très pauvre, avec des maisons faites de matériaux de récupération sans route, ni eau courante, ni électricité. En raison du très grand nombre de jeunes, les universités saturent aussi et manquent de moyens. En plus de ces problèmes, les jeunes veulent plus de liberté. Ils contestent la société de consommation et refusent l'autorité et les traditions rigides mises en place par le général de Gaulle. Ils écoutent du rock et ont les cheveux longs. Ils s'inspirent des mouvements révolutionnaires à l'étranger comme les jeunes en Chine, Che Guevara ou Fidel Castro. Alors, à l'université de Nanterre, des groupes de militants d'extrême gauche et souvent anarchistes commencent à manifester pour réformer le système universitaire. Ces groupes protestent également contre la guerre du Vietnam, symbole de l'impérialisme américain. En mars, 6 étudiants militants sont arrêtés par la police après une manifestation organisée au siège de l'entreprise American Express. Et c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. C'est l'événement qui va tout déclencher. Le 22 mars, pour demander la libération des 6 militants, leurs copains d'université décident de former un groupe de protestation. Dans ce groupe, un anarchiste du nom de Daniel Cohn-Bendit demande aux étudiants d'occuper un bâtiment de l'université de Nanterre. Plus de 140 étudiants occupent la salle du conseil des professeurs. Quand on dit occuper, dans ce cas, ça veut dire s'installer dans un local pour y empêcher l'activité. Pour empêcher les manifestations, l'université de Nanterre est fermée quelques jours après, ce qui va augmenter la colère des étudiants. Le vendredi 3 mai, les étudiants décident d'occuper la cour de l'université de la Sorbonne dans le quartier latin au centre de Paris, puisque celle de Nanterre était fermée. Et là, le ton va monter. Le recteur de l'Académie de Paris
fait intervenir les forces de l'ordre, donc la police, pour faire évacuer les manifestants. Des centaines d'étudiants sont arrêtés par la police. Mais aucune fille, seulement des garçons sont arrêtés. Alors les étudiantes décident de manifester dans la rue et commencent à scander « Libérez nos camarades ». Scander, ça veut dire énoncer un slogan dans une manifestation. Et un camarade, ça veut dire un copain de classe à l'école ou à l'université. Ensuite, dans la rue, d'autres étudiants rejoignent les manifestantes et c'est à partir de là que les affrontements éclatent entre les CRS et les étudiants dans les rues de Paris. CRS, ça veut dire Compagnie républicaine de sécurité. Ce sont des policiers anti-émeutes. C'est le nom qu'on utilise encore. Et le conflit va se transformer en un champ de bataille. Des explosifs, des pavés ou toutes sortes d'objets sont jetés par les étudiants sur les CRS de la police. Les pavés, ce sont ces blocs de pierre utilisés pour le sol dans la rue. Les CRS se défendent en jetant des gaz lacrymogènes sur les étudiants, du gaz qui pique les yeux. Ils n'hésitent pas à matraquer les étudiants quand ils sont au sol. Matraquer, ça veut dire taper avec une matraque, cette sorte de bâton qu'ont les policiers. Les manifestants jettent aussi des pierres du haut des immeubles. C'est une véritable guerre. Il faut attendre 21 heures pour que ces terribles affrontements s'arrêtent. Le bilan de cette journée du 3 mai est déjà impressionnant. 600 étudiants sont arrêtés par la police et on compte plus de 400 blessés. Les hôpitaux commencent à saturer. Mais cette journée du 3 mai est juste le début d'une escalade de protestations et de violence. Lundi 6 mai, c'est une autre journée de manifestations et d'affrontements entre les étudiants et la police, mais pas seulement à Paris, à Strasbourg ou à Brest entre autres. Et il y aura ensuite des manifestations ou des grèves le 7, le 8 et le 9 mai. Mais la pire va arriver. Le 10 mai, des dizaines de milliers d'étudiants des universités se rassemblent de nouveau dans les rues du quartier latin de Paris pour manifester. Mais cette fois-ci, les lycéens les rejoignent pour protester également. Le soir, la tension monte entre les manifestants et les CRS et à 21 heures, les étudiants commencent à créer des centaines de barricades. Une barricade, c'est un mur improvisé qu'on construit avec différents objets pour se protéger d'un ennemi. Et dans ce cas, c'était des barricades pour se protéger de la police. Certaines barricades faisaient jusqu'à 5 mètres de hauteur. Elles étaient faites avec des pavés, des voitures renversées, des panneaux, des matelas, des arbres coupés, etc. Et la guerre va se poursuivre toute la nuit entre les manifestants et plus de 6000 policiers jusqu'à ce que la dernière barricade soit démontée à 5 heures du matin. Pour anticiper les mouvements des CRS, les étudiants trafiquaient des radios pour écouter la police. Même les Français jetaient des objets sur la police depuis leur balcon. C'était une véritable révolte générale, une insurrection. Cette terrible nuit a été surnommée la nuit des barricades. Le lendemain matin, les rues de Paris sont un véritable champ de bataille. Les arbres sont coupés, les vitrines des magasins sont explosées, des voitures sont incendiées, retournées, des grilles d'arbres et des pavés arrachés. Les rues sont dévastées, c'est un chaos total. Mais c'est pas fini, l'ampleur des révoltes va encore monter. Le 13 mai, une grève générale est organisée. Ce sont des centaines de milliers d'étudiants accompagnés de travailleurs qui défilent dans la capitale. Et la grève va s'étendre dans toute la France. Les ouvriers réclament de meilleures conditions de travail et un meilleur salaire. On parle d'environ 1 million de manifestants dans tout le pays. Le lendemain, donc le 14 mai, la grève générale continue et s'amplifie. De nombreux ouvriers dans différentes usines arrêtent de travailler. Dans les jours suivants, il y aura des grèves de plus en plus importantes tous les jours dans tout le pays. On atteint les 2 millions de grévistes le samedi 18 mai. Le 19 mai, le Festival de Cannes est annulé par solidarité avec les grévistes et sous la pression de différents réalisateurs, dont Jean-Luc Godard. Et ça continue toute la semaine suivante. Le 22 mai, 10 millions de salariés ne travaillent pas parce qu'ils sont en grève ou parce qu'ils ne peuvent pas aller travailler. Sur une population de 50 millions de Français à l'époque, ça fait 1 personne sur 5. C'est énorme. Et c'est le vendredi 24 mai que le président Charles de Gaulle va faire un discours aux Français à la télévision et à la radio pour annoncer qu'il va proposer un référendum aux Français en leur demandant s'ils veulent une réforme.
Il ajoute qu'il quittera son poste de président si la réponse est négative. Mais ce discours tombe à l'eau et aggrave la colère des grévistes. De nouvelles violences éclatent et une nouvelle nuit des barricades commence. Samedi 25 mai, on atteint les 9 millions de grévistes. C'est du jamais vu. Le record de la grève de 1936 est battu. Le pays est complètement paralysé. Plus de téléphone, plus de courrier, plus d'essence. Des musiciens viennent jouer gratuitement dans les usines où on danse et où on joue au football. C'est le plus grand mouvement de grève de l'histoire du pays. Alors le gouvernement doit réagir encore plus. Le Premier ministre Georges Pompidou annonce que les négociations ont commencé avec les syndicats ouvriers et de l'éducation pour trouver une solution. Alors le 27 mai, après une nuit blanche à négocier, des accords sont conclus avec les syndicats. Ce sont les accords de Grenelle. Ces accords proposent une hausse du salaire minimum de 35%. De nos jours, le salaire minimum s'appelle le SMIC. Ces nouveaux accords promettent aussi une hausse de 10% des autres salaires, ou encore une 4e semaine de congés payés, mais aussi une plus forte valorisation des syndicats dans les entreprises. C'est une avancée sociale majeure dans le monde du travail. Par contre, à la surprise du gouvernement, ces accords ne conviennent pas à tous les Français. Beaucoup d'étudiants ou de travailleurs les jugent insuffisants. Le général de Gaulle est dépassé par les événements et pense même à démissionner. Et le 29 mai, il part en Allemagne pour demander l'avis d'un ami à lui, le général Massu. Le lendemain, le 30 mai, Charles de Gaulle revient en France. Dans l'après-midi, il annonce aux Français qu'il ne démissionnera pas, mais qu'il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire qu'il va demander aux Français de voter pour renouveler tous les députés de l'Assemblée. Dans la soirée, une foule de 500 000 personnes défile sur les Champs-Élysées pour apporter leur soutien au président de Gaulle. Et grâce à ça, début juin, les grèves s'arrêtent progressivement. Les élections législatives se passent fin juin et c'est la majorité présidentielle qui les gagne. L'année suivante, en avril 1969, le général de Gaulle a proposé aux Français le référendum qu'il voulait faire en 1968, dans le but de réformer le Sénat, entre autres. Et c'est le non qui gagne ce vote, et comme il l'a promis, il démissionne de son poste de président de la République. On organise alors de nouvelles élections présidentielles, et c'est Georges Pompidou qui est nommé président. En quelques semaines, les Français ont réussi à exprimer leur mécontentement et à obtenir une avancée majeure des droits sociaux pour les travailleurs. Et ces manifestations de mai 68 ont changé la mentalité des gens, ce qui a permis de faire avancer d'autres droits plus tard, surtout pour les femmes, comme le droit à l'avortement en 1975. Dans l'éducation, les rapports entre les enseignants et les étudiants sont devenus moins autoritaires. C'est dans les débats de 68 que sont nées les premières grandes critiques contre la pollution et la société de consommation. De nos jours, mai 68 est encore un sujet qui divise. Pour certains, c'est le moment où la France s'est modernisée. Pour d'autres, c'est le début de la fin du respect et de l'autorité. Mais quoi qu'on en pense, ce mois de mai a transformé la France, faisant passer le pays de la rigidité des années 50 à la modernité d'aujourd'hui. 80% des Français trouvent que mai 68 a eu un effet bénéfique sur la société. On a même donné un nom aux militants de mai 68. Ils s'appellent les 68ards. Parmi eux, il y avait le philosophe Jean-Paul Sartre, dont j'ai fait un épisode dédié, le numéro 86. Mais aussi Renaud, le célèbre chanteur de rock, par exemple. Daniel Cohn-Bendit, surnommé Danny le Rouge durant les émeutes, restera l'un des leaders de mai 68. Il est ensuite devenu politicien et il était à la tête d'un parti écologiste, mais il a aussi été député européen. Il est connu pour sa franchise et ses coups de gueule, ça veut dire ses coups de colère verbale. Les Gilets jaunes, un mouvement gréviste de 2019, se sont inspirés de mai 68. Voilà pour cet événement historique. N'hésitez pas à me suggérer vos idées de contenu dans les commentaires. Je les lirai tous et je vous répondrai. Pour progresser en français ou si vous voulez soutenir la chaîne et le podcast, vous pouvez acheter mon livre En route vers le français avec fluidité. C'est un livre avec les meilleurs contenus du podcast, plus un contenu en exclusivité. Il y a bien sûr les versions audio et vidéo téléchargeables sans publicité, mais aussi des anecdotes, des jeux de vocabulaire et encore d'autres bonus. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations.
C'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez mettre un like et 5 étoiles sur les plateformes de podcast si vous aimez ce que je propose. Et moi, je vous dis à bientôt!